Hello les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de la place des femmes dans le monde. La mixité créerait énormément de valeur à tous les points de vue, ça serait vraiment important d'y arriver, alors on plonge dans ce sujet. Avant de démarrer, je voulais vous parler de mon partenaire Goodvest, sans qui je ne pourrais pas produire ce podcast. Et je t'en parle parce que c'est chez eux que j'ai choisi d'ouvrir mon assurance vie et mon PER. En fait, quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'impact de mon épargne et que j'ai voulu passer à l'action, j'avais vraiment peur de me tromper. Il y a tellement de greenwashing, de labels durables qui n'en sont pas. Donc voilà, Goodvest, c'est l'un des 2 seuls acteurs à proposer des placements réellement responsables. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Reclaim Finance. Ils y arrivent avec une méthode super claire, transparente, alignée avec l'accord de Paris. Ils excluent les énergies fossiles, par exemple. Personnellement, j'ai tout fait en ligne, mais si tu as besoin, tu peux te faire accompagner d'un conseiller ou d'une conseillère super sympa. Donc allez les amis, si vous voulez aligner vos convictions et votre épargne, rendez-vous sur goodvest.fr. Alors je suis loin d'être un exemple, j'écris pas de manière inclusive dans ma newsletter Le Plongeoir, il n'y a pas assez de femmes mises en avant dans Le Plongeoir, mais j'y pense de plus en plus et comme j'y pensais beaucoup, je me suis dit que le plus intéressant c'était justement d'utiliser ma méthode favorite, écrire une newsletter, produire un podcast et puis rentrer dans le détail dans le sujet. Alors, 1000 merci à Emmanuelle Larocque pour la coécriture. Emmanuelle, elle a écrit le livre « Tu seras scientifique, ma fille » chez Vuibert. C'est une super entrepreneur qui est engagée pour l'égalité. Elle a fondé l'association Social Builder il y a déjà 13 ans pour insérer plus de femmes dans les secteurs techniques d'avenir. Donc, merci beaucoup Emmanuelle. Alors déjà, le constat, c'est qu'il faut beaucoup plus de mixité. Déjà, 3 premiers chiffres qui m'ont vraiment marqué. Il y a 24% de femmes dans les métiers du numérique en France. Quand on réfléchit à ça, mais pour quelles raisons les hommes y seraient en supériorité ? Il n'y a pas de raison physique. Deuxième chiffre identique, 95% des personnes qui travaillent dans l'aide à domicile sont des femmes. Pareil, pourquoi un homme ne pourrait pas prendre soin de quelqu'un d'autre, tout simplement ? Et donc le troisième chiffre, c'est qu'il y a 1 personne sur 5 seulement qui exerce un métier qu'on dirait mixte, c'est-à-dire qu'il y aurait autant de femmes que d'hommes. C'est complètement fou. La plupart des métiers sont occupés soit par une grande majorité d'hommes, soit par une grande majorité de femmes. Et je sais pas toi, mais je trouve ça dingue ce conditionnement en 2026. Surtout qu'il y a un impact massif de ça sur la société. Parce qu'évidemment, les jobs massivement utilisés par les femmes sont pas forcément les plus stratégiques ou les plus rémunérateurs dans la société. Par exemple, les femmes ne représentent en 2025 que 7,5% des 80 postes de président ou de DG des boîtes du CAC 40. 7,5%. Le choix d'orientation des filles et des garçons, en fait, ça pèse pour la moitié des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Parce que malheureusement, les métiers du care, donc les métiers du soin, sont bien moins bien payés que les métiers de la tech, par exemple. Et il y a beaucoup plus de femmes dans ces métiers du care. La différence des salaires annuels en équivalent temps plein, elle est de 15% en défaveur des femmes en 2022. Et l'écart monte à quasiment 20% dans la tech et 21,7% chez les ingés. Alors on pourrait se poser une question. Ça ressemblerait à quoi un monde dans lequel on a laissé beaucoup plus de place aux femmes dans les postes stratégiques ? Eh bien, quand on creuse, on se rend compte que cette mixité créerait énormément de valeur. Il y a 2 évidences. La première, c'est que la mixité, ça crée de la performance. Les études s'enchaînent, mais vraiment elles s'enchaînent, pour montrer qu'un groupe mixte est plus performant qu'un groupe d'hommes. Par exemple, les travaux de recherche effectués par des équipes de scientifiques qui comportent des femmes sont de meilleure qualité scientifique. Ça a été prouvé. À chaque fois, je mets les liens sur la newsletter, donc vous pouvez retrouver les études. La présence de femmes dans les directions de boîte permet plus de performances organisationnelles et financières. Prouvé de nouveau. 1 euro investi dans une start-up dirigée par des femmes génère au moins 2 fois plus de rendement qu'un euro investi dans une start-up dirigée par des hommes. Encore une fois, c'est prouvé. D'ailleurs, à ce sujet, c'était assez passionnant au dernier Plongeoir Live, l'événement où on a rassemblé les acteurs de la finance à impact à la Trinité. Il y avait Julien, le cofondateur de Lita, et ce qu'il nous disait, c'est que alors qu'ils ont investi à 70% dans des boîtes cofondées par des hommes, eh ben, parmi les 8 entreprises qui ont été vendues pour le moment suite à un beau développement de la boîte, il y en a 7 qui ont une femme cofondatrice ou cofondatrice. Donc pour eux, avoir une femme comme cofondatrice, c'est une énorme clé de performance.
Alors la deuxième évidence, c'est que la mixité, ça crée un monde plus cool, un monde plus plongeoir, entre guillemets. Il y a une étude qui a démontré, par exemple, que plus il y a de femmes qui siègent dans les parlements nationaux, en Europe, plus la lutte contre le changement climatique est efficace. C'est génial, non? D'ailleurs, ça se vérifie dans les projets les plus engagés. Le monde de la finance personnelle est historiquement très masculin, mais Goodvest a plus de femmes que d'hommes parmi ses 15 000 clients, parce que c'est de l'épargne engagée. Pareil pour Team for the Planet, qui compte plus d'associés femmes que d'associés hommes parmi les 133 000 associés. Et alors, quand on comprend ça, ça donne envie de donner les clés du camion aux femmes, sur des sujets aussi importants que, par exemple, la direction des grosses boîtes ou le développement de technologies de demain. Si on prend la direction des grosses boîtes, faut revenir là-dessus, ça progresse. Il y a, par exemple, la loi Copé-Zimmermann en 2011 qui a imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration. Ça a marché, il y a 45,9% de femmes aujourd'hui dans les conseils d'administration. Super intéressant de voir que ça fait évoluer les choses. Il y avait 6% de femmes parmi les comités exécutifs, les comités de direction du CAC 40 en 2008. C'est quand même 29% aujourd'hui, donc ça évolue. Depuis le 1er mars 2026, il y a la loi Rixin qui impose aux entreprises de plus de 1000 salariés d'attendre au moins 30% de femmes et 30% d'hommes parmi leurs cadres dirigeants. Donc ça bouge aussi. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans cette loi, c'est qu'on se parle de deux choses. 30% de femmes et 30% d'hommes, c'est-à-dire qu'on vise une mixité, pas seulement plus de femmes. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a un seuil qui descend. Avant, c'est les boîtes du CAC 40. Maintenant, c'est plus de 1000 salariés. Donc voilà, ça infuse progressivement dans la société. Mais par contre, gardons en tête qu'il y a toujours que 7,5% de DG ou de présidents femmes dans les boîtes du CAC 40. Donc c'est vraiment le prochain défi. Il y a un plafond de verre encore. Les femmes atteignent les comités exécutifs, atteignent les conseils d'administration, mais atteignent pas encore les postes de président ou de directeur général. Et donc je le disais, le deuxième sujet sur lequel on peut laisser les femmes au pouvoir, et ça serait vraiment important, c'est le développement des technologies de demain, comme l'IA. Parce qu'il y a 90% d'hommes à la tête des startups du numérique en France, par exemple, aujourd'hui. C'est pas possible. La Silicon Valley, c'est pareil, elle est championne des discriminations, il y a globalement 4 fois plus d'hommes que de femmes dans le développement de l'IA. Et il faut changer ça, à la fois pour avoir plus de performance et pour construire un monde qui est plus adapté avec le changement climatique notamment. Alors pour pouvoir changer tout ça, il faut d'abord commencer par comprendre exactement d'où vient le problème. Beaucoup de personnes pensent que les femmes ne se tournent pas vers la tech ou vers la direction des entreprises parce qu'elles s'auto-censurent. Mais quand on creuse, on se rend compte que c'est totalement faux. Le vrai sujet, il est ailleurs et il est beaucoup plus insidieux. Alors je te propose qu'on parte enquêter. On a décidé de décrypter 3 stéréotypes qui sont bien installés. Premier, les filles sont bien moins bonnes en maths. Deuxième, les filles sont moins faites pour les sciences. Et le troisième, les filles n'aiment pas la compétition et le risque et elles ont moins confiance en elles. Allez, c'est parti. Alors, premier stéréotype, les filles sont moins bonnes en maths. Bon, les filles ont des notes en maths légèrement inférieures à celles des garçons, c'est vrai. Mais est-ce que c'est parce qu'elles sont moins bonnes en maths ? En fait, à partir de 7 ans, il y a un écart en maths qui se creuse entre les filles et les garçons. On a la source, vous pouvez la retrouver sur le newsletter. D'un côté, je trouve ça super tôt. Moi. 7 ans, c'est en fin de CP. Mais de l'autre, si ça arrive qu'à 7 ans, c'est que ça n'est pas non plus inné, en fait. Et alors, on a creusé. Catherine Vidal, qui est une directrice de recherche à l'Institut Pasteur, qui est neurobiologiste, raconte ça sur le côté inné et pas inné. La seule différence que l'on constate entre un garçon et une fille, au niveau de son cerveau, c'est l'hypothalamus, région du cerveau spécialisée dans le contrôle des fonctions liées à la reproduction. Et elle dit donc, il est donc avéré que les potentialités du cerveau d'un homme et d'une femme sont biologiquement à la naissance les mêmes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre la naissance et 7 ans pour qu'une fille devienne moins bonne en maths ? Il faut savoir que c'est environ à 2 ans, 2 ans et demi, qu'un enfant arrive à s'identifier comme garçon ou fille. Mais on sait tous, notre environnement est sexué dès la naissance, de la couleur des vêtements, au choix des jouets, en passant par les interactions naturelles qu'on a avec un enfant sans en prendre conscience. L'impact de tout ça a été largement prouvé, notamment avec une étude en 2013. Et le résultat de ce conditionnement, c'est qu'une petite fille de 7 ans, elle a plus facilement confiance en sa capacité à dessiner qu'à additionner. Et alors, il y a un exemple qui est vraiment fascinant. En 2007, des scientifiques font passer le même test de maths à des enfants de 6e et de 5e. Quand on le présente comme de la géométrie, les filles sous-performent. Quand on le présente comme du dessin, les filles ont le même niveau. C'est dingue l'impact que ça a ensuite sur la vie des enfants, tout ça.
L'UNICEF l'a vérifié via une étude dans plus de 100 pays. Les garçons ont 1,3 fois plus de chances que les filles d'acquérir des compétences en maths. Et c'est surtout à cause du stéréotype qui pousse à croire que les filles auraient moins de capacités naturelles, ce qui est faux. Alors une fois qu'on a compris tout ça, tout déroule. 8% des filles en terminale générale prennent l'option maths experte, contre 22% des garçons en 2021. Il y a 29% de femmes parmi les étudiants dans les écoles d'ingénieurs, toujours en 2021. Et 40% des femmes en filière sciences, technologies, ingénierie, mathématiques déclarent avoir été découragées d'aller vers des domaines techniques par un parent ou un enseignant, versus 29% des hommes. 40% des femmes, 29% des hommes. C'est terrible. En fait, les filles se débrouillent parfaitement en maths si on leur sape pas la planche. Il suffit de regarder les résultats au bac. 98% de réussite chez les filles qui choisissent les options maths experte et physique-chimie. 97% chez les garçons. Alors les amis, soignons les cours de maths de nos filles et ayons confiance en elles. Alors une petite inspiration intéressante, tu connais peut-être l'EPF, École Polytechnique Féminine, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'a pas du tout que des femmes. Elle avait été créée en 1925 alors que les autres écoles d'ingénieurs étaient fermées aux femmes. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et aujourd'hui, l'école accueille bien plus d'hommes que de femmes et ils se donnent l'objectif d'atteindre la parité pour 2028. Pour ça, ils ont lancé un projet qui est assez passionnant, qui s'appelle le Parity Lab. Et l'idée, ça a été d'adapter les critères de sélection. Pas pour faire de la discrimination positive. Ce qu'ils se sont dit, c'est que puisque la société, et c'est prouvé, on vient de le dire, éloigne naturellement les femmes des maths dès 7 ans, il faut créer un examen exigeant, aussi exigeant que le précédent, mais qui favorise autant les garçons que les filles, ce qui n'est pas le cas des maths. Et résultat, ils ont eu 10% de plus de femmes dans l'école dès la première année du projet. Super intéressant à suivre. Alors le deuxième stéréotype, c'est que les filles seraient moins faites pour les sciences. Alors je te propose qu'on commence par rigoler jaune un peu. En 2014, le New York Times révèle 2 stats folles sur les recherches Google. Les parents tapent 2 fois plus la question « Mon fils est-il un génie ?» que « Ma fille est-elle une génie ?» Et alors, les parents tapent 2 fois plus « Ma fille est-elle en surpoids ?» que « Mon fils est-il en surpoids ?» C'est grave de voir à quel point l'humain a naturellement tendance à projeter plus de potentiel dans un fils que dans une fille. Et c'est de moins en moins le cas, heureusement, mais ce stéréotype a quand même vraiment, vraiment la vie dure. Alors une bonne manière de comprendre ce conditionnement social, c'est de regarder un peu dans le rétro. Au début du XXe siècle, on se projette, c'était clairement transgressif pour une femme de chercher à devenir médecin, pharmacien, vétérinaire. C'était des métiers d'hommes. Les femmes sont aujourd'hui majoritaires chez les médecins, 52%, chez les pharmaciens, 67%, chez les vétérinaires, 60%. Donc ça prouve bien que les femmes sont tout aussi capées pour exceller dans les domaines scientifiques que les hommes. Mais tout ça, c'est pas fait dans la joie et la bonne humeur, attention. Les femmes ont eu accès à l'université de médecine en 1867 et elles ont dû se battre. Elles ont quand même vécu des sabotages, des jets de pommes cuites pendant la première année. Tout a été décrit, c'est assez fou. Mais malgré ces difficultés au 19e, les métiers scientifiques du soin, médecine, véto, agro, en fait, ils ont pu se féminiser beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. C'est des métiers qui ont été vus comme la continuité des rôles féminins, de soins, d'assistance. Et donc c'est pour ça que l'université de médecine a ouvert en 1867 pour la première fois aux femmes et que les écoles d'ingénieurs, c'était beaucoup plus tard. Mais alors, quelle est la suite de l'histoire ? C'est évidemment plus de mixité dans les domaines technologiques. L'exemple de l'informatique est vraiment passionnant, je te le raconte. Dans les années 60, les femmes représentaient la moitié des effectifs du secteur informatique. La moitié. Elles ont joué un rôle énorme. Par exemple, c'est Margaret Hamilton, une femme qui a conçu le système embarqué du programme spatial Apollo 11. Grâce à ça, il y a des hommes qui se sont posés sur la Lune le 21 juillet 69 quand même. Les femmes restent majoritaires dans l'informatique jusque dans les années 80, et puis à partir de là, dégringolade. Au global, les femmes représentent aujourd'hui 24% des métiers du numérique. Donc ce qu'on dirait, c'est que dès qu'un secteur devient stratégique, les hommes deviennent majoritaires. C'est un peu la conclusion que je me fais. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'est en médecine. Enfin, je l'aime bien. J'aimerais que ça change. Les hommes restent ultra majoritaires, 70% parmi les postes stratégiques de professeurs, les PUPH, les professeurs hospitaliers, alors que la médecine est justement très féminisée. Ça prouve que dès que c'est stratégique, il y a moins de femmes. En 1960, l'informatique, c'était pas encore le cœur du réacteur du business dans le monde. Et les femmes y trouvaient vraiment un rôle important. Mais plus le monde a été gouverné par la tech, plus les hommes ont pris leur place.
Et l'inspiration que je voulais te partager ici, c'est que Emmanuelle, qui a coécrit cette newsletter, elle a créé Social Builder en 2011, qui est une association qui accompagne à la reconversion des femmes dans le numérique. Leur idée, c'est qu'on peut se former à des compétences techniques tout au long de sa vie. D'ailleurs, on est dans une époque où la génération Z va potentiellement changer 5 à 9 fois de métier dans sa vie. Et leur prochain événement, qui s'appelle Tech Booster, va rassembler 10 000 femmes les 3-4 juin. C'est assez énorme, j'ai mis le lien dans la newsletter. Troisième stéréotype, les filles n'aiment pas la compétition et le risque et elles ont moins confiance en elles. Alors certaines personnes pensent que ça serait la raison pour laquelle on retrouve moins de femmes dans les meilleures écoles d'ingénieurs ou dans les postes de direction. Mais c'est encore une fois la même histoire. On inscrit nos filles à des cours de dessin et nos garçons à des tournois de tennis. On dit c'est trop dangereux à une fille qui veut aller chercher le pain en vélo, mais on dit simplement fais attention à un garçon du même âge. Alors comment se plaindre ensuite qu'elles se sentent moins en confiance ? Comment se plaindre aussi qu'elles aient moins envie de prendre de risques en fait ? Les conséquences sont importantes après pendant les études. Par exemple, je ne sais pas si tu savais, il a été prouvé que les QCM chronométrés à points négatifs favorisent les garçons. Et en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Mais la raison, c'est tout simplement cette préparation à la prise de risque. Alors j'ai trouvé une inspiration femme quand j'ai pensé à l'écriture de cette newsletter, c'est Isabelle Autissier. En fait, Isabelle Autissier, c'est une navigatrice incroyable, elle était pionnière du Vendée Globe en 91, donc elle a énormément confiance en elle, elle prend énormément de risques. Elle a été présidente de l'ONG WWF, donc avec des postes très stratégiques. Et puis même quand on remonte à ses études, en 1968, elle a été diplômée d'une école d'ingénieurs agro à Rennes. Il y avait 5 femmes parmi les 80 étudiants à l'époque. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé pour elle dans son plus jeune âge ? Est-ce qu'elle a été conditionnée d'une certaine manière ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ses 7 premières années ? Eh bien, j'ai creusé, elle avait 4 sœurs, Isabelle Autissier. Donc déjà, il n'y avait pas de petits garçons à qui on peut inconsciemment réserver plus de prise de risque et de compétition. Et Isabelle Autissier, elle démarre la voile à 6 ans en Bretagne Nord. Et très vite, elle passe des journées entières en dériveur, ses parents la laissent prendre des risques. Donc l'idée, c'est pas de dire ici qu'il faut faire la même chose, mais que tout se joue dans la confiance et dans les codes qu'on transmet à nos enfants. Si on leur donne confiance en leur capacité en maths, les filles cartonnent en maths. Si on leur donne confiance en leur capacité à prendre des risques, elles prennent des risques. Il n'y a pas de magie là-dedans. S'il fallait une énième preuve, les filles sont très à l'aise en première année de médecine, alors que c'est un des parcours les plus compétitifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de femmes médecins aujourd'hui, et que la société leur montre qu'elles ont toutes leurs chances, puisqu'il y a plus de femmes médecins. Donc ça leur donne confiance, elles ont confiance en elles, et elles réussissent mieux. Petit pas de côté d'ailleurs, peut-être qu'aimer moins la compétition n'est pas un vilain défaut. Peut-être que les femmes qui prennent le pouvoir obtiennent plus de performances aussi, parce qu'elles ont un mode de travail plus coopératif. Réfléchir aussi sur potentiellement ce besoin d'être compétitif, et peut-être qu'il faudrait aussi chercher à transmettre plus l'envie de prendre soin aux garçons. Alors il y a 6 leviers potentiels à actionner. Et je voulais commencer par une petite anecdote qui peut faire rire jaune, encore une fois, mais en 1893, il y a une allocution de Jules Verne devant les lycéennes d'Amiens. Et alors il raconte que les cours de chimie devraient avant tout servir aux femmes à savoir cuisiner un très bon pot-au-feu. Bon, évidemment, ça a changé depuis, mais il y a encore quelques défis. L'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est la combinaison de 3 éléments. Premièrement, l'égalité d'accès, donc l'éducation, le recrutement ensuite, quand on rentre dans une entreprise, l'égalité de traitement, donc quand on est dans une boîte, les promotions, l'évaluation du salaire, etc. Et puis, l'égalité face aux fonctions de direction, ce fameux plafond de verre, où on disait que justement aujourd'hui c'est vraiment un sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, déjà, varier les activités des enfants. Parce que pour être très caricatural aujourd'hui, c'est la danse, le dessin, le poney pour les filles, l'expression de la sensibilité, le développement de l'empathie, l'expression corporelle, l'esthétique. À l'école, c'est le français et les langues. Et puis, on a les échecs, les Lego, le foot, le judo pour les garçons, avec l'expression de l'intelligence, la force physique, la compétition. À l'école, c'est les sciences, c'est les maths. Voilà, il faut tenter d'influencer ce conditionnement, il faut mixer les activités. Il y a des inspirations super intéressantes. Pour en citer 2, les Cigales, c'est un stage gratuit autour des maths et de l'informatique pour les lycéennes de première. Et puis un deuxième, l'outil en main, c'est une asso géniale que j'ai découvert qui permet aux enfants de s'initier aux métiers artisanaux, donc de menuiserie, de plomberie. Et en fait, c'est avec des retraités qu'on fait ces métiers.
et qui transmettent le mercredi après-midi ou le samedi aux enfants comment exercer ce métier. Alors, ils cherchent à attirer un maximum de filles, c'est pour ça que j'en parle là. Ils mettent de plus en plus en avant des filles dans leur communication, et leur objectif, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de filles qui fassent ces métiers. Deuxième levier, c'est de changer les contenus digitaux. Parce qu'à partir du moment où on passe de plus en plus de temps sur nos écrans, il faut que ceci nous aide à réduire le conditionnement de genre. Mais le problème, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe aujourd'hui. Les réseaux sociaux amplifient tous les stéréotypes. L'UNESCO l'a prouvé, le Haut Conseil à l'égalité aussi. Les femmes sont quasi invisibles dans le monde numérique. Et sachant que les réseaux sociaux jouent un énorme rôle dans l'éducation, il faut pousser le contenu scientifique féminin sur ces plateformes. Il faut que les Marie Curie du moment soient mis en avant, en fait. Donc déjà, il y a 2 comptes Instagram. Alors, c'est des comptes Instagram anglophones, mais il y en a un qui s'appelle Woman Doing Science, qui a 86 000 followers sur Insta. Un deuxième qui s'appelle Wonder Woman, qui est une prof de maths qui vulgarise sa matière, avec 90 000 followers sur Insta. C'est des comptes qui montrent des femmes scientifiques et qui sont hyper intéressants à multiplier. Il y a un projet que je trouve intéressant qui s'appelle les 100 pages. C'est un projet qui vise à lutter contre les déséquilibres de genre sur Wikipédia. Parce qu'à chaque fois, il y a ces pages personnes connues. Et en fait, il y a un homme sur 5 qui est une femme sur Wikipédia, comme disent les femmes de ce projet 100 pages. Donc, il faut remettre plus de mixité sur Wikipédia et montrer toutes ces femmes qui ont des projets incroyables en leur créant des pages. Alors, il y a des séries qui mettent en avant des profils féminins très variés. Et c'est très important parce qu'il y a une étude qui prouve l'influence des séries sur les vocations. Donc, quand on regarde, par exemple, Les Experts, The Big Bang Theory, NCIS, il y a beaucoup de femmes. C'est intéressant. Alors, le troisième levier, c'est de sensibiliser les enseignants et les parents. Parce qu'il y a des analyses qui ont été faites sur des centaines de milliers d'appréciations scolaires qui montrent que les commentaires laissés aux filles valorisent plus le travail, l'attitude, et ceux qui sont adressés aux garçons valorisent plus les compétences. Et tout ça, ça pèse énormément sur la confiance. Mais comme on en a peu conscience, c'est difficile à changer. Alors, il faut vraiment multiplier les initiatives. Alors déjà, il y a un premier concours qui s'appelle le concours Zéro Cliché. C'est de la maternelle au lycée et ça permet aux profs et aux élèves de co-concevoir avec les élèves des productions médiatiques, donc des articles, des blogs, des émissions de télé, de radio, de podcasts, etc., pour analyser les stéréotypes de genre dans la vie quotidienne et les mettre en avant. Deuxième initiative intéressante, il y a 200 enseignants-chercheurs des ENS, École Normale Supérieure, qui ont été formés au biais de genre pour agir sur le concours d'entrée et augmenter le nombre de femmes sélectionnées. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ensuite, il y a une asso qui fait beaucoup de bruit, qui est intéressante, qui s'appelle Ingénieuse, et qui a été créée par les écoles d'ingé pour multiplier les ingés femmes. Ils font à la fois une grosse campagne de com nationale tous les ans, et puis il y a un concours annuel pour récompenser les parcours de femmes les plus inspirantes. Ils ont aussi créé par exemple un label qui s'appelle Cap Ingénieuse pour mettre en avant des projets en maternelle, primaire, collège qui luttent contre les stéréotypes de genre. Donc en fait, c'est vraiment intéressant de voir ces écoles d'ingénieurs prendre la place pour aller justement créer de l'influence et sensibiliser les femmes très tôt en fait. Alors le quatrième levier, c'est d'agir sur l'orientation. Et alors j'adore cet exemple. La proportion des meilleurs élèves filles en maths qui s'orientent vers des classes prépa scientifiques, c'est 30%. Ok ? Il y a une étude qui a montré qu'elle monte à 45% après l'intervention en classe d'une chercheuse scientifique. C'est dingue, on devrait multiplier ça partout. Donc il y a une asso qui fait ça, qui s'appelle l'association Femmes en Sciences, qui permet justement d'amener des femmes scientifiques en classe, qu'il faudrait vraiment déployer. Et puis il y a plein d'autres initiatives comme ça. Il y a le challenge Innovatech de l'association Elle Bouge, par exemple, qui est super cool. C'est un concours intergénérationnel 100% féminin, qui réunit des équipes composées du coup de lycéennes, d'étudiantes et de marraines, donc plus âgées. Et en 5 heures, elles imaginent ensemble une solution pour l'industrie du futur. Donc ça permet aux participantes qui sont plus jeunes de se plonger dans le quotidien d'une ingénieure et de découvrir la diversité des métiers de l'industrie potentielle. 5e levier, mettre en avant les scientifiques femmes. Super important, Marie Curie a créé un nombre incalculable de vocations. Il faut multiplier les exemples et les rendre visibles. Donc là-dessus, il y a l'association Femmes et Sciences qui a inscrit les noms de 72 femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Super intéressant, inspirant. La métropole Aix-Marseille, sur les territoires, c'est important, a mis en place le prix Femmes et Sciences, jeunes chercheuses. Il y a un livre qui s'appelle « Les filles sont parfaites pour les sciences ». Il y a évidemment le livre d'Emmanuel « Tu seras scientifique, ma fille ». La BD « Les oubliés de la science ». Les podcasts Science en mouvement d'elle. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez les retrouver sur la newsletter. Mais c'est très important.
Et alors l'orientation a aussi lieu plus tard dans la vie. Il faut faciliter le changement de vie de femmes qui voudraient s'orienter vers des métiers techniques. Et là-dessus, il y a une initiative qui est canon, qui s'appelle Décodeuse. En fait, ils offrent des parcours d'accompagnement pro vers les métiers de la programmation, de la cybersécurité, du cloud, qui sont des métiers aujourd'hui trop masculins, à destination de femmes de quartiers populaires. Donc c'est la grande classe. Ils arrivent à la fois à féminiser ces métiers et en plus à aller former des femmes qui sont éloignées de l'emploi dans les quartiers populaires. C'est superbe, ça s'appelle Décodeuse. Et leur dernier levier, le 6e, agir vraiment dans les lieux de travail. Des études ont montré que sensibiliser aux stéréotypes améliore les connaissances, mais pas les comportements. Et en fait, il faut changer les règles du jeu du bureau. Il faut vraiment changer les règles pour que les comportements changent. Alors, on peut penser aux lois, on peut penser aux directives qui ont bien boosté le nombre de femmes dirigeantes dans les grands groupes, par exemple. Donc, il y a une actualité là-dessus. Le 7 juin, une directive européenne va ajouter encore une pierre à l'édifice. Les employeurs seront obligés d'annoncer le salaire dès le recrutement. Et ça, c'est un outil de négociation et de repositionnement pour les femmes dans les entreprises. Très intéressant. Pour réduire l'écart de rémunération. Mais il ne faut pas penser qu'au juridique. Regarde ce qui s'est passé aux US. 20% des entreprises américaines disent avoir supprimé leur programme DEI, diversité, égalité, inclusion, à l'arrivée de Donald Trump en 2025. Donc ce que ça prouve, c'est que quand c'est juste du juridique, ça saute au premier coup de vent politique. Et ça me fait penser à des échanges qu'on a eus pendant le premier plongeoir live sur la finance à impact. Il est toujours possible de détricoter juridiquement l'impact d'une entreprise. Que tu sois B Corp, société à mission, coopérative. En fait, si quelqu'un a envie de détricoter le truc et arrêter l'impact là-dessus, il peut. Par contre, si toute l'entreprise est infusée de process impact, que la culture de la boîte, de tous les salariés, elle est profondément ancrée, c'est indéboulonnable. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut passer d'une logique d'intention uniquement, sensibiliser, inspirer, à une logique d'infrastructure, quoi. Il faut ouvrir des portes aux femmes, sécuriser les environnements, financer leur développement, mesurer les effets et faire ça en profondeur dans les boîtes. Alors, il y a quelques inspirations pour donner des exemples. Le premier, c'est Sista. Sista, il cherche à multiplier les cofondatrices de start-up. Ils cherchent à multiplier les leaders féminins et ils le font notamment en améliorant le financement des startups dirigées par des femmes. Et les équipes féminines aujourd'hui captent uniquement 2% des fonds levés, donc c'est vraiment rien, alors qu'on a vu qu'elles avaient plus de performance. Deuxième inspiration, une boîte qui s'appelle Assystem, qui a 8000 employés. C'est une boîte qui a vraiment réussi à booster la trajectoire des femmes. Ils ont un programme depuis très très longtemps qui s'appelle Incredible Woman. Donc dedans, il y a de la politique de lutte contre le sexisme, il y a un guide de la parentalité, il y a des programmes de mentoring, il y a des formations dédiées aux femmes, il y a des formations sur le leadership au féminin, sur le marketing de soi. Résultat, il y a 36,3% de membres de leurs instances dirigeantes qui sont des femmes. Un point important aussi, c'est qu'il y a trop de femmes qui se retrouvent sur la touche après leur maternité. Il y a un chiffre qui m'a marqué et qui a quand même un lien avec la maternité, à mon avis, c'est que 41% des femmes quittent les entreprises technologiques après 10 ans d'expérience, contre 17% des hommes. Donc, recruter plus de femmes pour ensuite les perdre, en fait, c'est vraiment le pire des scénarios. Et là-dessus, le CNRS a mis en place un appel à projet que je trouve intéressant, qui s'appelle Résurgence, pour soutenir les chercheuses, un tiers au CNRS quand même, et les enseignantes après un congé maternité. Donc voilà, je pourrais en citer encore beaucoup plus. Il y a le programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science qui a soutenu 4400 chercheuses depuis 1998. Il y a Engie. Engie, c'est vraiment une des boîtes pionnières sur l'égalité femmes-hommes. Ils sont dans le top 30 mondial des entreprises leaders là-dessus. Ils ont mis en place plein de choses. Ils ont mis en place par exemple Capital Filles, qui est un dispositif qui permet à des marraines du groupe d'accompagner des jeunes lycéennes issues de zones prioritaires pour leur faire découvrir des filières scientifiques. Ils ont créé des cercles de think tank inter-entreprises dédiés à la promotion de l'emploi des femmes dans les filières techniques et scientifiques. Donc, je savais pas, mais Engie, c'est vraiment une boîte qui se bouge beaucoup pour ces sujets. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir lu la newsletter. N'hésite pas à la partager, c'est comme ça que le podcast et la newsletter grandissent. Merci à tous.